procède. Alors, ce slide-là, c'est pour situer la taxe carbone dans un ensemble de dispositions et de dispositifs qui sont concevables, sachant que je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de réussite de la lutte contre le changement climatique sans politique publique. Et là, j'ai donc classé les instruments qu'on peut concevoir, qu'on peut imaginer, qui ont été conçus et imaginés, dont certains, à peu près tous d'ailleurs, sont en place dans les pays du monde à des degrés divers. Donc la première gamme d'instruments, c'est des instruments qui ont un signal prix. La deuxième catégorie, c'est les instruments qui ont un signal réglementaire, donc c'est les normes et les règlements, et les deux autres sont plus spécifiquement financiers. Alors, je vais passer un tout petit peu de temps là-dessus parce que je pense que c'est déjà un message. Alors, je vous ai dit que je ne ferai pas trop de théorie. Je vais vous expliquer quand même le point de vue de certains théoriciens, mais je vais vous donner moi mon point de vue à moi. Alors, le signal prix, ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire les acteurs économiques font des calculs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils émettent spontanément et sans le vouloir des émissions de gaz à effet, ils émettent des gaz à effet de serre. Alors, quand je dis les acteurs, c'est les ménages, les entreprises, les administrations. Tous ces acteurs-là émettent des gaz à effet de serre et ils ne dépensent pas d'argent pour faire cette émission. Donc, c'est gratuit pour eux. C'est un service, on va dire que c'est comme si la nature, l'atmosphère recyclait ces gaz à effet de serre et offrait ce service gratuitement. Donc, si on se dit que ce service gratuit pourrait être mieux géré, on se dit, une des méthodes, c'est de le rendre payant. Sauf que la nature, elle n'a pas de capacité à facturer. Je ne sais pas faire ça, si je peux me permettre cette manière de dire. Et donc, c'est aux représentants de l'intérêt général, l'État. Pour le cas de l'Europe, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que c'est la puissance publique qui est susceptible, capable de mettre en place le signal prix. Alors, il y a deux manières de le faire, a priori. Il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Donc, le positif, qui est de dire je vais me donner de l'argent aux gens qui émettent moins de gaz à effet de serre. Donc, typiquement, j'achète un équipement qui est moins émetteur de gaz à effet de serre qu'un autre, je vais subventionner cet achat. Il y a d'autres méthodes. Ce qui est assez pratiqué, c'est ce qu'on appelle le tarif de rachat. Donc, un exemple très, très concret en France, on veut développer le gaz d'origine sourcé en biomasse, donc du biogaz, du biométhane. Vu d'aujourd'hui, ce biogaz, ce biométhane est d'une part moins émetteur que le gaz d'origine fossile, celui qu'on appelle le gaz naturel, mais d'autre part, il coûte plus cher à être produit. Donc, le mécanisme de tarif de rachat, c'est un mécanisme subventionnel qui vise à réduire le coût, le prix de ce biogaz pour les acteurs qui en achèteraient grâce à une intervention en argent de la puissance publique. Donc, la catégorie signal prix positif, c'est ces subventions et toutes ces aides qui a des avantages et des inconvénients. Je vais dire tout de suite les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est que les gens aiment bien ça. Ils n'aiment pas trop les taxes, mais ils aiment bien être aidés. Quand je dis les gens, c'est tous les acteurs économiques. L'inconvénient, c'est que ça pèse sur le budget public et donc il faut trouver des recettes pour le financer. Il y a un autre inconvénient qui est un tout petit peu plus technique, c'est qu'en fait, en pratique, et ça, les économistes sont très sensibles à ça, en pratique, il est toujours un peu plus facile de savoir ce qui nuit que ce qui est bénéfique. Donc, on a connu, et tout le monde en a connu, des histoires de subventions de technologies ou de techniques de procédés, et on s'aperçoit quelques années après que ce n'était pas une bonne idée parce qu'en fait, il y avait des inconvénients qu'on n'avait pas vus. En revanche, les instruments dits qui sanctionnent par un coup les émissions de gaz à effet de serre, donc les taxes et les quotas, eux, ils reposent sur un élément factuel qui est
est clair et net et qui est complètement partagé, c'est que les émissions de gaz à effet de serre sont nuisibles pour le climat et c'est elles qui sont la source du changement climatique. Alors, donc, taxes et quotas, donc, je pense que, je ne sais pas si vous avez eu un cours sur une formation sur les quotas, mais je joue extrêmement vite. La taxe, c'est vraiment une fiscalité qui est fonction du contenu en carbone de l'assiette que vous fiscalisez. Donc, si vous dites c'est de l'essence, il y a un contenu carbone de l'essence, vous donnez un prix en euros ou en dirhams à la tonne de CO2, et puis vous calculez comme ça votre taxe. Le quota, c'est un système très différent. C'est un système dans lequel vous autorisez des émissions, mais sous un plafond. Et un acteur qui dépasserait ce plafond pourrait avoir deux options. Soit il réduit, il se débrouille, donc il investit soi-même, soit il achète sur le marché des crédits, et ces crédits sont des crédits de CO2 et ont une valeur, puisqu'il y a des échanges marchands, et ça crée une tarification de manière en deux temps. Au lieu que ce soit la puissance publique qui fixe le prix, c'est le marché qui a été créé par les échanges de quotas qui fixe le prix. Et donc en Europe, dans la construction européenne, les deux dispositifs, ou les trois en fait, existent. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des taxes, il y a des quotas, il y a des subventions qui ne sont pas tout à fait mis aux mêmes étages politiques. C'est-à-dire que le dispositif de quotas en Europe, il est au niveau européen. Il concerne des sites très gros, donc les émissions concentrées de CO2. Il ne concerne que le CO2, mais il concerne, de mémoire, 11 000 sites, et tous les pays d'Europe sont concernés par un règlement, une directive qui est négociée au niveau européen et des adaptations qui sont négociées au niveau européen. Les taxes, c'est dans le dispositif institutionnel européen, c'est ce qu'on appelle souverain, c'est-à-dire que c'est décidé de manière... c'est nécessairement décidé par chacun des États membres de l'Union européenne, d'une part. Et donc, ça veut dire que d'autre part, si on voulait des dispositifs européens, il faudrait avoir l'unanimité des États membres, ce qui n'a pas été le cas dans le système de quotas qui était lui-même a été décidé à la majorité qualifiée. Donc c'est pour ça d'ailleurs entre nous que le système des quotas a été choisi au niveau européen. Je pense que ça n'aurait pas été possible de mettre une taxe au niveau européen. Alors, ça, c'est donc les instruments avec signal prix. Donc, je rappelle l'idée très simple, hein, c'est je mets un prix à ce qui est négatif, à ce qui est l'émission de gaz à effet de serre, ce qui fait que ça incite l'acteur économique à réduire ses émissions de gaz à effet de serre parce qu'il n'a pas envie de faire cette dépense. Ça a une autre vertu sur laquelle je n'ai pas encore insisté, qui est dans l'autre sens. Les services que peuvent offrir des entreprises en matière de réduction de gaz à effet de serre sont valorisés du point de vue de la personne qui va acheter ces services ou d'entreprise qui va acheter ces services, puisque ça lui permettra de réduire une taxe. Donc ça crée aussi une activité économique, une incitation économique. Donc je vais prendre un exemple très très concret. Si dans le secteur automobile, le prix d'essence augmente de manière volontaire, grâce à ce type de signal prix, ça incite les constructeurs à faire des voitures qui consomment moins d'essence. Ça, c'est juste bien démontré, non pas exactement par la taxe carbone, mais par les taxes générales sur l'essence et le diesel et le gazole. Il suffit de voir ce qui s'est passé de manière comparative entre des pays où il y avait des taxes significatives en Europe de l'Ouest et puis les États-Unis où les taxes étaient très faibles. Hein, je parle là des taxes sur l'essence. Pendant très très longtemps, le parc de voitures américaines était beaucoup plus consommateur d'essence et de diesel que les grosses bagnoles américaines, vous vous rappelez de ça dans les films, comparativement à ce qu'on a connu en Europe de l'Ouest et aussi au Japon. Tout simplement parce que les constructeurs sont adaptés au fait que l'essence était pratiquement 2 fois plus chère, toutes choses égales, pareil. Donc, il y a un deuxième gros paquet d'instruments qui sont les normes et les règlements. Alors, les normes et les règlements sont des dispositifs qui ne font pas apparaître un prix explicite
Si je dis les voitures qui circulent dans mon pays ne doivent pas émettre plus de tant de grammes de CO2 kilomètre, je parle de grammes, je parle de CO2, je parle de kilomètres, mais je ne parle pas d'argent. Si je dis les bâtiments, les logements ne doivent pas consommer plus d'énergie que tant de kilowattheures au mètre carré pendant leur vie, bah, je ne parle pas d'argent, mais ça a quand même un coût implicite. Donc là, je vais un tout petit peu inciter là-dessus parce que c'est pas toujours évident pour les uns et les autres. C'est aussi un point de divergence entre économistes. Beaucoup d'économistes, c'est ce que vous avez dit en entrée, monsieur, tout à l'heure, vous avez dit la taxe, c'est ce qu'il y a de moins cher. En fait, si on essaye d'expliquer ce que ça veut dire, c'est que pour les économistes qui défendent l'idée que la taxe est le meilleur instrument, ils ont en tête que la contrainte économique qu'on met sur les acteurs, elle est explicite. Et donc, si on dit que la taxe carbone, c'est tant de dirhams le CO2, tant d'euros la tonne de CO2, bah, tout le monde le voit, tout le monde le paye, et ça crée des incitations qui sont extrêmement claires et explicites. Quand on dit il va falloir que les voitures n'émettent pas plus que tant de grammes de CO2 au kilomètre, il y a un coût, et où est-ce qu'il est ce coût? Il est que dans les services R&D des constructeurs, il va falloir qu'ils dépensent de l'argent pour respecter cette fameuse norme. Et d'ailleurs, c'est tellement évident qu'il y a un coût. Ça s'est su par les scandales du Dieselgate où des très grandes entreprises manifestement ont considéré que c'était compliqué d'atteindre l'objectif qu'on leur assignait, à un tel point qu'elles ont préféré frauder, même si c'est après très difficile de savoir qui est le coupable, hein, pour appeler un chat. N'empêche que c'est bien parce que ça coûtait de mettre en place des dispositifs techniques et technologiques qui permettaient de réduire les émissions des voitures à échappement. Il y a un autre coût évident, c'est que si vous le faites vite, cette mise en place de normes et de règlements, vous pouvez rendre obsolète tout un tas de chaînes de fabrication. Je vais prendre un autre exemple que le CO2, un exemple que je connais assez bien, qui est un produit qui s'appelle l'hexafluorure de soufre, qui est l'un des plus efficaces gaz à effet de serre. C'est un gaz neutre qui est mis dans des cellules moyenne tension pour couper le courant. Bon, c'est donc du B2B, hein, c'est des appareils de matériel électrique assez gros, hein, c'est des grosses boîtes là, qui font 50 cm de côté, hein, des cubes, à l'intérieur desquels il y a un gaz. Quand ce gaz fuit, bah, il est 20 à 30 000 fois plus réchauffant que le gaz à effet de serre. Et évidemment, comme on est dans du matériel électrique industriel lourd, il y a des chaînes de fabrication importantes qui sont en place, qui font gagner de l'argent, qui donnent de l'emploi, etc. Si vous êtes la puissance publique et vous dites ça, c'est pas possible parce que je ne tolère plus l'usage de ce gaz, selon la manière dont vous installez dans le calendrier ce règlement, cette norme, cette interdiction, bah, vous pouvez avoir comme conséquence des coûts très importants chez l'industriel qui avait fait des calculs d'amortissement de sa chaîne industrielle et qui pourrait se voir, si vous le faites trop vite, sanctionné économiquement. Alors, néanmoins, et ça c'est quand même un élément la thèse, hein, que je vais défendre pendant toute cette session, c'est que je ne crois pas, moi, à un instrument unique. Et même si les économistes n'ont pas tort de dire que les normes et règlements, ça a un coût qui est implicite, et donc peut-être que parfois, ça conduit la puissance publique à faire des choix qui sont trop coûteux pour les agents économiques. Malgré cet argument, vous verrez, on le développera tout le long de cette séquence. Je suis très persuadé que la taxe carbone est un élément d'un ensemble, d'un dispositif, et non pas juste une solution unique et magique. Donc, on y reviendra plusieurs fois. Donc, vous pourrez me reposer des questions là-dessus. Alors, ça, c'est les deux catégories d'instruments les plus connus, les signaux prix, et les signaux normatifs et réglementaires. Pour être extrêmement clair,
Moi, j'ai fait une thèse d'économie de l'environnement quand j'étais beaucoup plus jeune, au début des années 80, 83. J'ai appris donc l'économie de l'environnement et en gros, on nous disait, bah voilà, c'est ça la boîte à outils de la puissance publique pour faire face à une pollution. Là, on parle que de gaz à effet de serre, mais si on parlait d'autres formes de pollution, on aurait à peu près le même type d'instruments. Pour prendre un exemple très connu, les quotas, ça a été mis en place aux États-Unis pour éviter les émissions de dioxyde de soufre, de SO2. Donc, ce n'est pas du tout spécifique au CO2. On peut inventer des quotas. Il y a des quotas de pêche aussi. Enfin, on peut inventer ces dispositifs pour tout un tas de sujets de ressources ou d'environnement. Et deux autres dispositifs, je vais en parler. Je les cite, mais comme ce n'est pas le sujet de notre formation, je ne vais pas développer trop. Mais je redis là, c'est ma pratique à moi qui me dit de les mettre en avant, ce n'est pas dans les cours théoriques. Investissement public et aide à l'investissement, notamment pour les infrastructures, ça pour moi c'est très important. Donc vous savez que évidemment on est en pleine période de Covid et il y a eu des plans de relance qui ont été annoncés dans beaucoup de pays. En tous les cas en France et en Europe, il y a une partie de ces plans d'investissement qui sont fléchés vers les infrastructures vertes. Donc je vais prendre un exemple très concret. Le ferroviaire, si vous voulez développer le transport de marchandises sur le ferré, c'est assez clair dans ma tête que vous pouvez mettre toutes les taxes et les règlements que vous voulez dans les dispositifs législatifs, réglementaires et autres. Ça ne marchera pas s'il n'y a pas les rails, les gares et tous les investissements qu'il faut réaliser. Or, dans ces investissements, il y en a qui sont publics et d'autres qui sont privés. Alors, ceux qui sont publics, on pourrait dire, sous réserve de capacité budgétaire, l'État est assez intelligent pour faire en sorte que ces investissements publics soient bas carbone. Bon, ce n'est pas du tout fait dans les 50 dernières années, c'est en train de s'envisager. Donc, il y a des métriques pour essayer de caractériser le fait qu'un investissement public va dans le bon sens, c'est-à-dire va permettre de lutter contre le changement climatique, ou au contraire va dans le mauvais sens, ça va aggraver, toutes choses égales par ailleurs, la dérive climatique. Les aides à l'investissement consistent à dire la chose suivante. Alors ça, on pourrait dire que c'est dans la catégorie subvention, hein, il y a diverses, mais c'est pas tout à fait de la même nature, parce que les subventions et diverses dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont plutôt sur les actes d'achat. Là, on est sur du lourd. Et là, le point est toujours un peu le même, c'est que le secteur privé il va investir ce qui est rentable pour lui. Et donc, si on ne l'incite pas d'une certaine manière à ce que les investissements qui se réalisent soient bas carbone, il ne le fera pas. J'insiste un peu parce que ce n'est pas si clair que ça. Là, on ne parle pas que des investissements de production, hein. Je prends un exemple très concret. Si on veut développer les voitures électriques dans un pays, on a besoin de bornes de recharge. Bon, les bornes de recharge, elles sont soit sur l'emprise publique, soit sur l'emprise privée. Dans l'emprise privée, ça peut être des groupes de logements où quand il y a un parking commun, les gens doivent essayer de se recharger leur voiture. Ou ça peut être sur des autoroutes dans des lieux comme ça, sur les nationales, où il y a besoin d'infrastructures. Si l'acteur privé n'est pas incité à le faire d'aucune sorte, il va avoir du mal à le faire. Dernier point, et là je vais encore plus vite que sur le point des investissements, on réfléchit beaucoup au niveau européen à des mécanismes financiers qui sont tels que les investisseurs financiers, les banquiers, donc les investisseurs financiers d'une part, les banquiers d'autre part, aient intérêt à plus orienter leur financement vers du vert que vers pas du vert, hein, du vrai vert, hein, pas du greenwashing. Et donc, il y a des mécanismes qui sont en train d'être étudiés, qui sont des mécanismes que je mettrais dans la famille prix, parce qu'il y a de la valeur financière explicite, mais qui ne sont pas du tout ni de la taxe carbone, ni du quota. Donc, si vous avez des questions pour savoir de quoi il s'agit, je répondrai avec grand plaisir. Alors,
Alain, il excusez-moi. est, Oui, Alain, il est à peu près la moitié. Enfin, on ouais, a ok, 10 très bien. Merci beaucoup, Juliette. Donc, je redis ce que j'ai dit en synthèse. Hein. De mon point de vue, la taxe carbone, c'est un élément d'un dispositif qui doit s'intégrer dans une politique cohérente et permettre aux gens de, de faire quelque chose de cette taxe. Donc là, et donc, c'est vrai que cette affaire-là, si je prends le troisième point, hein, c'est-à-dire cette taxe carbone, ça doit s'articuler avec le reste des politiques énergétiques avant de proposer des alternatives. C'est un des énormes ressentis qu'on a eu face à la taxe carbone qui commençait à croître à un niveau qui commençait à être sensible. Je vous ai dit tout à l'heure en France que du temps de Hollande, ça ne se sentait pas très fort, mais au moment où il y a eu les gilets jaunes en 2018, on a eu en plus une hausse du prix du pétrole qui fait que ça a vraiment commencé à se sentir significativement. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais vous êtes bien gentil, là, vous nous faites payer un impôt, vous nous dites que ça va nous inciter à changer de comportement. La réalité, c'est qu'on ne peut pas, donc on est collé dans un coin, on doit avoir notre voiture pour aller au boulot, on n'a pas les moyens de se payer notre voiture, donc ce fameux signal prix n'incite à rien du tout, sauf à nous faire payer plus cher. Donc peut-être qu'on sera un tout petit peu plus prudent, on réduira notre vitesse. Enfin, comme déjà on est pauvre et qu'on sait compter, on fait déjà. Euh, alors, excusez-moi, voilà. Et je vous ai parlé du Haut Conseil pour le climat, donc je termine par là, hein, on fera la pause dans moins de 10 minutes. Et je vous ai dit, le Haut Conseil pour le climat dont je fais partie, il a été créé après la crise des Gilets jaunes et on a eu beaucoup de débats internes sur la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait recommander en matière de politique climatique et de fiscalité carbone. Et j'ai trouvé intéressant que vous lisiez ces 7 points qui sont donc notre synthèse en 2019, parce que vous verrez que ce que je viens de vous dire là depuis 20 minutes, à savoir qu'il y a besoin d'une cohérence d'ensemble et qu'on ne peut pas on ne peut pas se contenter de faire une taxe carbone sans regarder le reste. C'est exactement ce qui est écrit dans l'ensemble de ces messages. Donc, on avait vraiment un problème de cohérence et de cohérence des politiques d'ensemble. Alors, c'est très clair en France parce qu'en France, il y a une stratégie nationale bas carbone qui est assez bien construite. Elle est assez détaillée. Je pense que on va dire que c'est une INDC très détaillée. Je suppose que vous avez la même en Tunisie, je n'en sais rien, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est elle a été étudiée par les ministères, elle a un statut de loi ou de décret, la SNBC c'est un décret, mais elle est articulée à une loi, sauf que ce dont on s'est rendu compte, c'est que d'autres dispositifs législatifs, il y a une loi sur la mobilité par exemple, on s'est aperçu que nous, au Conseil, on s'est aperçu qu'elle n'était pas cohérente avec la stratégie nationale bas carbone, donc tout se passe comme si on avait une stratégie nationale bas carbone dans un, dans un ministère, mais que c'était pas la base de réflexion, la référence pour l'ensemble des autres ministères et pour l'ensemble de la politique publique. Bon, renforcer des instruments de politique climatique, bah, là, on ne le dit pas très explicitement, mais c'était clair que ça signifiait renforcer la taxe carbone, et notamment identifier et mettre en place les changements structurels nécessaires pour préparer l'économie. Ça, c'est un point sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté, donc c'est bien que je vous en parle là maintenant. L'une des limites de la taxe carbone importante, c'est le fait qu'il y a certains économistes qui croient que le signal prix peut permettre de faire des changements de structure importants, en disant, bah oui, s'il y a des surcoûts qui sont très importants, ça va faire bouger les acteurs. Il y a d'autres économistes dont je fais partie qui pensent que c'est assez théorique, ce point de vue, pour une raison très très simple. C'est que pour qu'un signal prix d'une taxe carbone permette de faire des changements importants, des changements structurels, ça veut dire qu'il faut que ce signal prix soit très élevé.
Or, c'est bien ça la difficulté de cette affaire, je parlerai des niveaux de prix tout à l'heure, c'est que c'est pas si simple que ça de faire passer des prix très élevés en matière de taxe carbone. Bon, la transition juste, c'est aussi un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Il y a évidemment un sentiment très très fort à traiter quand on parle de fiscalité carbone, qui est la question de la justice sociale, j'y reviendrai tout à l'heure. Et je vais peut-être insister 2 minutes sur le point 6, qui est évaluer l'impact en émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures. De toute façon, et dans tous les cas de figure, que ce soit de la taxe, des quotas, des règlements, des normes, la recommandation principale qu'on peut avoir par rapport à une politique climatique, c'est de veiller à l'efficacité constatée des dispositifs qui sont mis en place. C'est important parce que il y a loin de la coupe aux lèvres. Et donc, on peut avoir des raisonnements ex ante qui sont de nature à nous faire croire que les dispositifs qu'on met vont être très efficaces. On peut utiliser des modèles économiques très sophistiqués. L'épreuve du réel est quand même celle qu'il faut faire. Et ce n'est pas si simple que ça à faire. Hein. Ça demande du travail. Excusez-moi. Ça demande du travail et ça demande du courage politique. Parce que, de même qu'il faut un peu de courage pour nommer une commission indépendante qui rapporte au Premier ministre et qui a donc l'autorisation de critiquer, certes constructivement, mais c'est quand même une critique, ce que fait le gouvernement. De la même manière, les études d'impact ex post, c'est quelque chose qui pourrait conduire à considérer que la décision qui a été prise il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans n'est pas une bonne décision. Et donc, ça peut être pas toujours très bien vécu. Donc, je termine là-dessus pour dire que dans notre affaire de fiscalité carbone, il y a vraiment un ensemble de conditions limites, et à la fois en termes de panier ou de portefeuille d'instruments, et d'autre part de cohérence de la politique d'ensemble, qui sont des conditions absolument nécessaires pour réussir cette mise en place de la taxe carbone. Sinon, moi, je vais poser une question d'ordre général sur la démarche à adopter pour un pays en développement concernant l'instauration d'une taxe carbone. Puisque vous aimez les choses concrètes, je vais revenir sur le cas de la Tunisie. Alors, en Tunisie, actuellement, on peut dire qu'on a une tarification indicative, puisqu'on a des subventions énergétiques. Mais à partir des travaux qu'on a déjà menés au niveau de notre projet, on pense à terme, bien sûr, à une combinaison entre, je dirais, 3 ingrédients pour la taxe carbone. D'abord, le niveau de la taxe. Alors, actuellement, on a ce qu'on appelle en Tunisie le fonds de transition énergétique. C'est un fonds qui appuie les investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Ce fonds est alimenté en partie par une taxe sur les produits énergétiques. Et notre objectif, c'est de convertir cette taxe en une taxe carbone. Dans un premier temps, l'idée, c'est d'avoir vraiment une taxe efficace dans le sens où elle est calculée sur la base du contenu carbone. On ne va pas vraiment changer ce qui existe déjà. Donc, l'idée, c'est de partir d'une taxe relativement faible. Juste pour vous donner une idée, actuellement, la taxe sur les produits énergétiques, grosso modo, c'est 1,5 dinars par tonne CO2, je crois, quelque chose comme ça actuellement. Autrement dit, 50 centimes, 50 centimes la tonne CO2. Donc, c'est un niveau très, très faible. Donc, ça, c'est le premier élément, donc le niveau de la taxe. On pense aussi à l'assiette. L'assiette, pour le moment, elle couvre toutes les formes d'énergie, mais ça ne rapporte pas grand-chose, on va dire, de point de vue revenu carbone. Si on veut parler de revenu carbone, en gros, c'est 40 à 45 millions de dinars, autrement dit 15 millions d'euros. Donc, c'est vraiment un revenu très, très faible. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Et troisième aspect, le recyclage. Bon,
Recyclage, pour le moment, le problème n'est pas posé puisque finalement, les revenus carbone sont très faibles et du coup, ce sont des revenus qui sont utilisés directement dans tout ce qui est appui à l'investissement dans les domaines de l'efficacité énergétique et énergie renouvelable. Mais à terme, si on veut vraiment instaurer une taxe carbone, le problème de recyclage va se poser si on opte bien sûr pour un taux élevé, pour une assiette assez élevée et de revenus assez importants. Pour résumer, quelle est la meilleure démarche à adopter pour un pays en développement comme la Tunisie, puisqu'on a déjà les subventions énergétiques et on a, on va dire, un petit avantage, le fait qu'on a déjà une taxe sur le secteur, enfin sur les produits énergétiques, même s'il s'agit d'une taxe qui n'est pas très importante, c'est une taxe relativement faible, mais quelle est la combinaison optimale qui nous permet d'aller vers une démarche concrète pour la mise en place d'une taxe carbone. Oui. Ce que je vous propose, c'est que je vais répondre en vitesse, enfin rapidement, synthétiquement, et puis après, vous verrez dans la deuxième partie de la réunion, on va revenir sur chacun des points qui sont là. Alors là où on est bien d'accord, je n'ai pas du tout évoqué ce sujet-là parce que je l'évoquerai tout à l'heure. Vous avez parlé de recyclage, donc j'imagine que ce dont vous parlez, c'est de l'usage des produits de la taxe. Hein. Oui. Bon, donc il y a un débat extrêmement important sur ce sujet. Moi, je vais vous dire ma vision. Hein. Donc, le débat, il est de deux natures. Il est de nature un peu juridico-budgétaire. Donc, il y a des théories budgétaires. Moi, j'aimerais bien connaître celle de la Tunisie, mais en France, il y a une théorie budgétaire qui est très défendue par le ministère des Finances, hein, par ce qu'on appelle Bercy en France, qui est il ne faut pas que les taxes soient affectées, donc il faut séparer complètement les recettes et les dépenses, ça c'est leur théorie budgétaire, pour des raisons qui ne sont pas complètement absurdes. Hein. On pourra revenir sur les raisons, mais il y a quand même des raisons, ce n'est pas juste des exercices de pouvoir ou de la doctrine sans fondement. Dans cette théorie budgétaire, la question du recyclage ne se pose pas. En gros, cette théorie consiste à dire les recettes et les dépenses, en fait, c'est la loi de finances, c'est négocié démocratiquement, il y a un parlement qui est fait pour ça, et donc le paquet global est fait, et c'est au gouvernement d'arbitrer, et donc si il n'y a pas d'affectation, ça ne veut pas dire que pour autant il n'y ait pas des dépenses du côté des dépenses budgétaires qui soient dans le bon sens, ce qu'on appelle le budget vert. Hein. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de travail en ce moment au niveau de l'OCDE de la France sur le verdissement du budget. Cette théorie-là, elle est très compréhensible du point de vue de la gestion des finances publiques. Elle pose un problème énorme en termes politiques, qui est celui que vous avez à peu près, vous pressentez bien, c'est-à-dire que tant qu'on est sur des tout petits niveaux de taxes, bon, les uns et les autres acceptent, ils n'ont peut-être pas trop le choix d'ailleurs, mais ça va. Dès que vous commencez à avoir une fiscalité qui est plus élevée, la demande de sens, la demande d'explication, la demande de et pourquoi ça devient extrêmement importante. Alors pour une raison, moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais finalement c'est quand même complètement évident. C'est qu'en matière de fiscalité, vous avez deux types de fiscalité. Vous avez des fiscalités budgétaires, donc c'est des fiscalités qui ont but, je crois, l'impôt sur le revenu, la TVA, des choses comme ça, dont le but est de remplir les caisses de l'État, tout le monde le sait. Bon, et ça correspond à la théorie budgétaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis les économistes de l'environnement, Pigou le premier, qui est un peu l'inventeur des cotaxes, l'économiste inventeur des cotaxes il y a déjà sans doute une centaine d'années, invente une autre idée qui est de la fiscalité incitative. Pour un économiste, pour quelqu'un qui réfléchit au comportement des gens, pour un sociologue, c'est assez facile de comprendre que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que vous augmentez le prix de quelque chose, ça va contribuer, et par un effet économique bien connu, à essayer de faire baisser la consommation de ce quelque chose. Le petit problème, c'est que ça, ce n'est pas du tout vécu comme ça par l'opinion, par les gens qui sont concernés. Et donc, eux, ils ne comprennent pas du tout la taxe carbone comme étant quelque chose qui va les inciter à faire un changement de comportement. Même si c'est vrai, même si ça s'observe. Donc, je vais prendre un exemple très, très simple, dont je n'ai pas encore parlé du tout, mais je vais le prendre pour bien faire comprendre.
il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, vous allez aider les gens à avoir des bâtiments qui ont une meilleure isolation, qui sont mieux ventilés, qui sont donc dont la dépense énergétique, été comme hiver, va être plus basse. Bon. Mais l'effet rebond, ça consiste à dire que si ce bâtiment est beaucoup mieux foutu, ça va dépenser moins d'argent, et donc ça peut inciter les gens en fait à utiliser leurs économies pour changer les règles des températures de consigne, etc. Donc dans ce cas-là, le prix de l'énergie a un avantage, c'est que ça limite le fameux effet rebond. Tout ça, c'est de la théorie économique, tout ça, c'est de l'explication qui ne convainc pas du tout les gens qui subissent une taxe, parce que pour eux, la taxe, elle est budgétaire. Donc, du coup, ils demandent des comptes, et dès qu'elle devient un peu significative et un peu nouvelle, hein, dans un système fiscal, c'est une innovation, c'est une nouvelle taxe, en gros. Je redis, hein, c'est dans l'hypothèse où vous faites monter significativement votre taxe. À ce moment-là, vous avez des comptes à rendre, parce que et là, vous insistez beaucoup sur le côté on est un pays en développement, et c'est ça notre contexte. Je ne discute pas ça 5 minutes, mais à mon avis, ce que je viens de dire est très indépendant du niveau de développement. Ce n'est pas totalement indépendant du dispositif fiscal d'ensemble et du sentiment de justice sociale qu'il y a par rapport au système fiscal. Ça c'est clair. Hein, et c'est à nouveau complètement indifférent de la question de savoir si on est en développement ou pas. Pour être très concret dans ce que je viens de dire, je suis bavard, mais ça me permet de bien répondre. Sarkozy et Macron, ils ont fait tous la même histoire, qui est de démarrer le mandat avec quelque chose qui était perçu, à tort ou à raison, mais ça a été perçu par l'opinion comme étant plutôt favorable aux gens un peu riches. La taxe carbone, on en parlera tout à l'heure, hein, c'est plutôt considéré comme étant régressif, parce que c'est fonction de la consommation, c'est un impôt indirect sur la consommation. Et donc, la perception, c'est que si en début de mandat, vous êtes fiscalement plutôt perçu comme étant à faire des gestes en faveur des gens qui ont un peu de patrimoine, et puis en fin de mandat, vous mettez de la taxe carbone, les gens ne vont pas du tout aimer. Bon. Donc, du coup, et là, je conclue ma grande explication, du coup, sur le sujet recyclage, moi, ma recommandation, c'est vraiment d'être très explicite sur l'usage qu'on va faire de cet argent. Et il y a quand même grossièrement que 2 directions possibles. Il y en a une qui est un retour au ménage sous forme d'un chèque qui est pas évidemment plutôt fonction des revenus, mais surtout pas fonction des consommations, sinon on n'a plus aucun effet. Et puis, deuxièmement, un retour sous forme d'aide qui ressemble un peu à ce que vous faites dans le fonds de transition, mais ciblé consommateurs, qui va aider les consommateurs à acheter des équipements ou à faciliter leurs achats vers du plus bas carbone.